Bonjour à tous, chers spectateurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Tafaoul Yajalsa. Nous poursuivons notre discussion sur les fuites que nous avons reçues concernant les négociations et les discussions qui ont eu lieu aux États-Unis d'Amérique. Les 23 et 24 février, au sujet de la mise en œuvre de l'autonomie au Sahara marocain lors de la rencontre réunissant le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, et qui a confirmé. Comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, tout cela reste des fuites non officielles et il n'y a aucune partie officielle qui ait confirmé ces informations. Et bien sûr, lorsque vous cherchez la source, il se peut que ce soit des sources du Polisario ou des sources algériennes. Quant à la partie marocaine, je ne pense pas qu'elle puisse divulguer quoi que ce soit, car elle est engagée par ce qui a été convenu dans ce cadre. Et alors qu'il était question de discussions ou de négociations menées par les Nations Unies et les États-Unis avec la participation du Maroc, de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie, le Front Polisario, par la voix de son représentant en Espagne, nous a surpris en déclarant qu'il ne s'agissait pas de négociations officielles et que la participation était limitée, mais que ce n'était qu'une simple propagande. Il a même déclaré dans une interview accordée au journal Europa Press, publié mercredi, que le Front refuse catégoriquement de discuter de l'initiative d'autonomie, la qualifiant d'option exclusive. Et tout cela montre, comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent et dans plusieurs épisodes précédents, que la confiance que certains placent en eux est une confiance sans fondement, que ce soit envers le Polisario ou envers l'Algérie. Quelqu'un vient te parler et te demande « Tu comprends ?» et il te dit « Non, je ne comprends pas. Ce que tu as dit avant, je le comprends, mais là, non. Ce n'est pas ce que tu as dit. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, ils essaient par tous les moyens de trouver des excuses pour fuir cette responsabilité, car en réalité, ils ne veulent pas résoudre ce problème. L'Algérie gère ce problème uniquement pour mettre des bâtons dans les roues du Maroc, pour freiner le développement, pour semer la discorde et pour se mettre en avant si elle n'a pas la volonté de résoudre ce problème définitivement. Deuxièmement, l'histoire de maintenir le peuple algérien sous contrôle, c'est de toujours lui faire croire à l'existence d'un ennemi extérieur. Donc cette doctrine est basée sur ces choses-là. Alors pourquoi ne pas laisser notre pays tranquille? Parce qu'ils la mettent en avant, tout comme leur soutien au Polisario, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Algérie. Ils tirent profit de cette situation, ainsi que des lobbies et d'autres, et aussi des lobbies de l'armement. Tout le monde profite de cela, tout doit rester tel quel. Il se peut qu'ils ne leur trouvent pas de solution, il ne faut surtout pas leur trouver de solution. Nous allons rencontrer de nombreux problèmes, nous verrons qu'ils inversent certaines choses, qu'ils arrangent certains dossiers, qu'ils font passer certaines questions, et pour d'autres, ils s'y accrochent avec acharnement. Il n'y a pas d'objectivité. Nous allons rencontrer des difficultés, nous allons avoir des problèmes, et nous soutenons la délégation de négociation marocaine. Donc, en ce qui concerne les autres questions de fuite, il est certain que les fuites viendront principalement de factions du Polisario ou du côté de l'Algérie. Quant au Maroc, je ne pense pas qu'il y aura des fuites, car ce sont des gens responsables et engagés à respecter ce qui a été convenu lors des discussions. Et c'est justement ce dont parlait le frère Ali Barish sur sa chaîne. Parce qu'il a été question de l'indépendance partagée des ressources, car il ne doit pas y avoir une sorte de semi-indépendance, et qu'il contrôle les décisions et les ressources, et que le Maroc les considère comme des partenaires à part entière, sans distinction, et les intègre dans le processus, c'est ce qu'ils veulent, même pour la terre elle-même. Le Sahara appartient aux Marocains, ils y trouvent cette entreprise et cette coopération économique dans différents domaines, et de là, ils veulent créer des entreprises, établir des partenariats avec l'Algérie et d'autres pays, en s'engageant dans une coopération économique. La coopération maritime, ils veulent en faire un couloir atlantique, ce qui offrirait de nombreux avantages comme l'indépendance des deux partenaires. Une autre question concerne les dispositifs de sécurité sahraouis. C'est un sujet important car il s'agit des personnes qui possèdent des armes. Comment allons-nous gérer cela? Pourquoi déposeraient-ils les armes? Les ont-ils déposées ou non? On envisage d'intégrer ces dispositifs dans les forces de sécurité de Sakia El Hamra et Oued Edahab, en coordination avec les services centraux. Et l'intégration de milliers de jeunes Sahraouis dans les forces publiques après leur formation et leur entraînement. Et certains disent bien que c'est une acceptation temporaire et qu'ils ne possèdent pas la confiance nécessaire pour intégrer les dispositifs sensibles comme la sécurité ou l'armée et porter des armes.
car ils n'ont absolument aucune confiance, ayant été élevés dans une idéologie de haine et de rancœur. Avec le temps, cela ne changera pas, même après quelques jours. J'ai vu une vidéo sur l'entraînement où l'on voyait des membres de ce qu'on appelle le peuple sahraoui, ou les personnes retenues, ou les réfugiés, y compris des femmes. Et quand on leur parle, on se rend compte qu'ils ont été élevés dans cette idéologie à 20, 21, 22 ans. Ils sont déjà imprégnés de cette haine envers le Maroc, de cette hostilité envers le Maroc. Alors, comment peut-on être élevé dès le départ en pensant que le Maroc est celui qui a usurpé nos terres et que nous vivons dans cette situation à cause de cela? Et à la fin, on leur dit que nous allons rejoindre le Maroc, aller vers l'autonomie, récupérer la terre et vivre sous la souveraineté marocaine. Il ne fait aucun doute que cela va créer un énorme désordre. Parmi d'autres questions, il y a la formation d'un comité pour le retour des réfugiés enregistrés lors du recensement, ainsi que de leurs enfants et petits-enfants. Et il y aura un comité international composé des États-Unis, de la France, de l'Espagne, de l'Algérie, de la Mauritanie et des pays du Golfe. Ça, je ne l'ai pas compris. Je ne sais pas quel en est le but, ni ce que cela signifie, ni comment cela va se passer. Il y aura un comité, mais pourquoi exactement? Ce comité, à quoi va-t-il servir précisément? Ces personnes-là, précisément, le problème des rapatriés, qui sont-ils exactement? Qui va revenir? Comment allons-nous les recenser? C'est-à-dire qu'il y a énormément de travail et que Dieu vienne en aide à la délégation de négociation, que Dieu vienne en aide à ces gens. L'Algérie qui va discuter de ces questions et organiser tout cela, celle-ci, je l'ai posée et elle m'a étonné, c'est que le propriétaire du pays se trouve dans cette situation. Il sera appelé le propriétaire du pays et le maître du désert. Il y a des choses, des idées étranges chez eux, des choses inconnues, mais en réalité, tout cela sera clarifié avec le temps. Le Maroc est un de Tanger à La Guira et il n'y a qu'un seul propriétaire, le souverain du Royaume du Maroc. Il est essentiel de bien comprendre qu'il n'existe aucune distinction entre le Royaume du Maroc et le Sahara, car cette séparation n'a aucune réalité historique ou politique. Et comme nous avons eu l'occasion de l'expliquer précédemment dans la page de notre analyse, cette unité était fondamentale pour la nation. On parlait de la répartition des pouvoirs dans la ville. Le Polisario, les Sahraouis de la région et les Marocains de la région. Ces trois groupes se partagent dans les pouvoirs, mais il y a toujours la question de la priorité. Ce sont les Sahraouis qui ont la priorité dans ces postes et la priorité dans ces privilèges. Avec la mention que l'option de l'indépendance est écartée, tout comme l'intégration totale par les politiciens, et Ramzika se réfère à la question de l'exclusion. En effet, nous excluons l'indépendance, mais aussi l'intégration totale, car ils sont prêts et ne croient pas qu'ils sont marocains, ni que la terre est marocaine sous la souveraineté du Maroc. Parmi les choses étranges et surprenantes que j'ai entendues, c'est que le Polisario proposait à Madrid de former un parti sahraoui unifié, qui inclurait le Polisario. Et les Sahraouis de la région regardaient la logique qui les anime, alors que nous savions que cela commencerait au Maroc. La Constitution ne permet pas qu'un parti soit fondé sur une région, une ethnie ou quelque chose de ce genre. Et cette question est totalement rejetée, tous les Marocains la refusent. Donc, cela fait partie d'un ensemble de choses qui ont fuité et on se demande toujours si c'est vrai ou non, mais tout cela, je pense que c'est probablement vrai car ce sont leurs idées, ce qu'ils veulent vraiment appliquer. Deuxièmement, parce que ces postes clés, à part les membres sahraouis enregistrés en 1974, car ils sont venus et ont encore la mentalité d'être des Sahraouis, comme s'ils étaient encore confinés dans le désert, et les autres, non, ceux-là sont des étrangers, ceux-là sont des Marocains, ceux-là sont des serviteurs, ce n'est pas possible. Tant que nous gardons cette mentalité, nous ne vous oublierons pas, et tout cela est devenu clair parce que, comme nous l'avons dit, ils veulent simplement gagner du temps. Mais il semble que les États-Unis d'Amérique, sous la direction de Donald Trump, ont décidé de résoudre cette question, de la régler. Pourquoi? Pour clarifier l'un des problèmes dont ils souffrent tous, car on voit qu'il y a des efforts conjoints de la part de tous les pays. Ni pour les États-Unis d'Amérique, ni pour l'Espagne, ni pour la France, ni pour la Grande-Bretagne, ni pour d'autres pays, cette solution ne règle le problème. Pourquoi? Parce que cela a créé un grand problème pour la région.
Et pour ces pays, en particulier la région du Sahel, et surtout avec les mouvements terroristes, et notamment l'implication de l'Iran dans ces affaires. Cela signifie qu'il y avait un danger et que les intérêts de plusieurs pays allaient être touchés. Par conséquent, il y a eu une mobilisation des efforts de ces pays pour mettre fin à ce problème, malgré les obstacles posés par l'Algérie à cet égard. Cela va créer beaucoup de problèmes. Cela signifie que même le Polisario sera désormais amené à négocier et il y a eu une autre étape. L'initiative du sénateur américain ou des membres du Sénat et du Congrès des États-Unis qui ont classé le Polisario comme une organisation terroriste. Tout cela va nous amener à un point où il y aura un résultat et nous verrons quelle équipe l'emportera. Remporter les négociations, et s'ils craignent Dieu et ne peuvent pas signer un accord pour mettre en œuvre l'autonomie au Sahara, sauf dans le cadre d'un accord consensuel, cela ne sera pas classé ainsi s'ils estiment que c'est le cas. Et cela classera le Polisario comme une organisation terroriste, ce qui entraînera de nombreux problèmes pour l'Algérie et la région. Donc tout cela concerne maintenant spécifiquement l'Algérie. Elle doit assumer sa responsabilité devant son peuple, devant la conscience mondiale et devant la conscience maghrébine. Et que tous ceux qui ont de bonnes intentions agissent dans ce sens. Notre réussite ne dépend que de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.